Prospecter ou créer du contenu. Qu'est-ce qui marche le plus et dans quelle situation? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va comparer la prospection et la création de contenu. Qui suis-je pour vous parler de ce sujet? Moi, je m'appelle Fahim Hassani, je suis fondateur d'une agence de prospection. Nous, notre métier, c'est de prospecter en externe pour des entreprises afin d'aller leur booker plus de rendez-vous qualifiés. Comme ça, ils peuvent signer plus de clients et avoir plus de contrats. Mais par contre, avant ça, j'ai travaillé aussi en tant que consultant en inbound marketing et en publicité payante. Donc l'inbound, je connais très bien. Même nous, dans notre agence, nos canaux d'acquisition, donc forcément, on fait beaucoup d'appels de prospection pour nous, pour booker des rendez-vous. Mais on a également du SEO, donc de la création de contenu par des articles de blog qui nous ramènent du trafic sur notre site internet. Et puis vous voyez cette vidéo, on fait aussi de la création de contenu sur YouTube. Donc ça me permet d'avoir un peu de recul sur ces canaux, de ne pas être dogmatique et de voir qu'est-ce qui marche le mieux, dans quelles circonstances, pour quelle typologie d'entreprise. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous partager dans cette vidéo. Je pense que le premier point, le point le plus important, c'est de sortir de l'idéologie inbound versus outbound, où en fait vous avez un camp plus ou moins. Donc soit vous êtes team inbound, et ça a été beaucoup poussé notamment par HubSpot dans les années 2010, et un petit peu aussi encore, j'ai l'impression, sur le début des années 2020. En fait, HubSpot, leur concurrent direct, c'est Salesforce. Quand on prenait l'historique, Salesforce se sont beaucoup distingués sur la partie prospection commerciale. Ils ont notamment un ancien directeur de chez eux, Aaron Ross, qui a écrit un bouquin lu dans le monde entier sur la prospection, qui s'appelle Predictable Revenue. Et le pari d'HubSpot, c'était de se dire, nous, on va aller plutôt sur la partie inbound et on va dire à tout le monde que la prospection, ça sert à rien, que c'est quelque chose de dépassé, et qu'en fait, aujourd'hui, il faut créer du contenu et laisser les gens venir vers nous. Donc ça a un peu amené aussi des personnes à choisir un camp entre le camp de le camp des bourrins qui prennent le téléphone et vont déranger des gens pour générer des opportunités, et le camp des créateurs de contenu qui préfèrent donc produire du contenu et laisser les clients venir à eux. Moi je pense qu'il faut faire les deux, et c'est d'ailleurs ce que fait Salesforce et c'est d'ailleurs ce que fait HubSpot. Pour information, HubSpot, dans leurs équipes, ils ont des personnes qui effectuent des appels de prospection. On recevait parfois même des emails de prospection d'HubSpot ou même parfois des appels. J'ai aujourd'hui dans mon réseau une personne qui m'est assez proche et qui est un ancien commercial de chez HubSpot, et en fait on discutait et je lui ai partagé, je lui ai dit mais d'ailleurs en fait chez HubSpot vous faites 0 appel de prospection, c'est du 100% inbound, et il a rigolé. Mais en fait non, HubSpot ils ont des équipes qui font des appels de prospection, il ne faut pas se laisser prendre par tous les éléments marketing. Et aussi un autre point, c'est que une boîte qui est 100% outbound dans son acquisition, elle est un peu handicapée. Et une boîte qui est 100% inbound dans son acquisition, elle est aussi un peu handicapée. Le problème, c'est que, est-ce que vous voulez, je vais vous poser la question, est-ce que vous voulez avoir une entreprise qui est extrêmement forte commercialement, qui est capable d'aller chercher continuellement des nouvelles opportunités, des nouveaux clients, mais qui est inconnue sur son marché, qui n'a pas d'image de marque, qui n'est pas connue, qui n'est pas reconnu sur le marché. Donc on ne va jamais vous citer comme expert du sujet, on va tout le temps parler de vos confrères, de vos concurrents et les citer comme experts, et vous avez aussi peu de demandes entrantes. Est-ce que vous voulez avoir une boîte comme ça, ou de l'autre côté avoir une boîte qui fait beaucoup de contenu, mais franchement au niveau commercial ils sont nuls. Ils sont nuls parce que en fait ils ont quasiment jamais fait d'appel de prospection, et ça les amène à avoir une culture commerciale qui est faible, parce que les commerciaux, quand vous les biberonnez 100% avec de l'inbound et de l'entrant, ils deviennent un peu pourri gâtés. Ils vont parfois même bouder les leads, ils ne voudront pas prendre le téléphone même pour appeler parfois des prospects qui sont inscrits sur un formulaire du site internet. Et aussi, si à un moment donné l'inbound baisse un peu en régime, et que pour atteindre les objectifs de croissance de la boîte, il y a besoin de plus d'opportunités, et que vous avez des commerciaux qui prennent le téléphone, qui fassent comme les autres pour aller booker des opportunités, là aussi ça va être compliqué, parce qu'en fait dans la culture de la boîte ça n'a jamais été fait. C'était des commerciaux, on les appelle fermiers ou caissiers, donc qui ont l'habitude de traiter ce qui vient, plutôt que des commerciaux chasseurs qui ont l'habitude d'aller chasser et de générer continuellement des nouvelles opportunités. Le meilleur combo, c'est de fusionner les deux. Moi, je veux avoir une boîte qui est résiliente dans son acquisition, qui ne dépend pas de l'algorithme de LinkedIn, de Google et de YouTube pour qu'on atteigne nos objectifs de croissance. Donc, on a nos propres équipes qui effectuent des appels de prospection pour Monsieur Lead pour nous générer nos opportunités. Mais de l'autre côté, je veux aussi d'une boîte qui est reconnue sur son marché, qui a de l'entrant, qui a de l'inbound et qui développe comme ça un asset de marque, parce que quand vous êtes connu et reconnu sur votre industrie,
vous avez la possibilité de pratiquer un pricing qui est plus élevé que la plupart des concurrents, simplement parce que vous êtes plus connu et en fait il y a ce biais cognitif où en fait si vous êtes le plus connu, on estime que c'est ok que vous facturez plus cher que si vous êtes inconnu dans votre secteur d'activité. Donc c'est des avantages compétitifs que j'aimerais qu'on développe à long terme. Et donc forcément on fait les deux. Donc là vous avez par exemple cette chaîne YouTube et ces vidéos, on partage du contenu sur YouTube, mais on a également, comme je vous l'ai dit en SEO, on publie beaucoup d'articles sur notre site internet pour jouer sur les deux terrains. Maintenant je vais aussi vous partager les avantages et les inconvénients de chaque canal d'acquisition en commençant d'abord par la prospection. Le premier avantage de la prospection, c'est que ça vous permet de confronter tout de suite votre marché. Vous n'avez pas envie de passer des mois à peaufiner une idée, à réfléchir sur un concept pour finalement lancer quelque chose que personne n'a envie de prendre et qui vous aura coûté des milliers ou des dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros pour développer, pour peaufiner, pour affiner. En fait, il faut dès le premier jour prendre le téléphone, appeler les potentielles personnes que vous souhaitez aider, accompagner ou pour qui vous souhaitez résoudre des problématiques et valider si c'est des sujets qui sont pertinents pour eux, s'ils sont intéressés par cette solution, s'ils aimeraient bien découvrir le fonctionnement de ce que vous voulez mettre en place. Et comme ça, vous n'avez pas de surprise. En fait, c'est la solution, le service que vous apportez sur le marché n'est pas produit à 100% par les idées que vous avez dans votre tête. On part tout le temps d'un problème sur le marché qu'on a identifié et à partir de là, on travaille dans la création d'une réponse, d'une solution à ce problème-là. Puis ensuite, on revient sur le marché et voir s'il y a d'autres problèmes et on retravaille ensuite sur la création de solutions. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pas vous commencez par votre solution et puis après vous allez voir votre marché pour lui demander s'ils sont intéressés ou pas. Et quand vous prospectez, vous avez la possibilité d'être constamment en contact avec votre marché, voir c'est quoi les attentes, c'est quoi les objections, quels sont les concurrents qui reviennent le plus souvent et construire comme ça quelque chose qui est ancré avec le réel. L'autre avantage, c'est que la prospection permet de générer des opportunités tout de suite. Moi, quand j'ai voulu accélérer sur la partie commerciale de Monsieur Lead, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé directement des décideurs, des CEO dans des agences, dans des cabinets de conseil, dans des boîtes de logiciels pour booker des rendez-vous avec eux et leur présenter notre service de prospection. Donc j'aurais pu laisser le SEO tourner, me dire en fait je vais attendre 6 mois, 8 mois, 1 an et ça va commencer à nous générer de l'entrant. Mais en fait non, je voulais qu'on avance tout de suite, qu'on génère tout de suite nos opportunités. À partir de là, vous prenez le téléphone, il n'y aura pas plus efficace. Parce que vous voyez là je suis en train de faire une vidéo. Globalement aujourd'hui j'ai une journée de tournage qui va me prendre 2 heures facile à produire. Mais je ne sais pas combien d'opportunités je vais générer par ces vidéos. Et surtout là, on est au tout début de la chaîne YouTube, on a quasiment 0 demande entrante en provenance de ce canal-là. Si aujourd'hui je comptais sur YouTube pour atteindre nos objectifs à très court terme d'un point de vue commercial, ça serait compliqué. De l'autre côté, je sais que si je prends le téléphone et que je vais passer 2 heures d'appel de prospection, potentiellement je peux terminer avec 4, 6 rendez-vous qui sont bookés pour découvrir nos services de prospection. Donc ça c'est le deuxième avantage de la prospection, c'est que vous allez avoir des résultats immédiats tant que vous répondez à un vrai besoin et que vous appelez les bonnes personnes. Le troisième avantage, c'est que la prospection permet aussi d'être au contrôle de votre acquisition et de votre croissance. En fait, c'est très mathématique. Vous allez voir au fur et à mesure de vos appels que sur 100 appels de prospection effectués, vous arrivez à avoir peut-être 17, 16, 12, 15 personnes avec qui vous avez des conversations. Là-dessus, vous arrivez à booker 2 à 3 rendez-vous et vous arrivez à signer un client tous les 3 rendez-vous effectués, 4 rendez-vous, 6 rendez-vous, 10 rendez-vous. Et à partir de là, vous avez comme une équation de croissance. Et donc, si par exemple, tous les 6 rendez-vous, vous arrivez à signer un client et demi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si vous doublez potentiellement le nombre de rendez-vous que vous prenez, vous allez potentiellement pouvoir doubler le nombre de signatures que vous obtenez. Et en fait, ça devient comme ça une équation. Là, on sait qu'on veut atteindre tel objectif de chiffre d'affaires. Pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires, on a besoin de vendre tant. Pour vendre à tant de personnes, on a besoin de générer autant de rendez-vous. Et pour générer tant de rendez-vous, on a besoin d'effectuer tant d'appels de prospection. Et puis après, vous mettez en place votre stratégie et les équipes opérationnelles pour aller vous booker ces rendez-vous-là. Donc voilà pour les avantages principaux de la prospection téléphonique. Maintenant, au niveau des inconvénients, le premier inconvénient, c'est que la prospection, c'est émotionnellement difficile, surtout quand vous n'avez pas l'habitude. Je pense là notamment à un client, c'est un dirigeant d'une boîte de logiciels qui me disait que lui, clairement, les sessions de prospection, ça le vide de son énergie, ça le fatigue, ça peut quasiment plomber toute sa journée parce que les réactions des gens, parfois la négativité, le stress autour des appels, donc c'est très difficile et lui, il n'a clairement pas envie de faire ça. Et ça, c'est le cas de 99% des personnes, c'est le cas aussi de la majorité des commerciaux. Il ne faut pas croire que les commerciaux ont
une envie folle de passer des appels, la majorité des commerciaux n'aiment pas effectuer des appels de prospection. C'est pour ça qu'il y a des rôles spécialisés type SDR, donc Sales Development Representative, ou téléprospecteur ou commercial sédentaire. Là, vous savez que vous formez une personne uniquement au rôle et au métier de téléphonie à froid pour générer des opportunités, parce que ce n'est pas tous les commerciaux qui savent et qui ont envie d'apprendre à faire ça. Le deuxième inconvénient, c'est que la prospection téléphonique, c'est aussi le canal qui vous reviendra le plus cher en matière de coût par lead. Donc souvent, j'ai eu le cas, c'était l'année dernière, où c'était un consultant en SEO, un consultant indépendant, qui voulait donc externaliser potentiellement sa prospection. Et lui, il me disait qu'il tourne aux alentours de 30 euros ou 40 euros, je ne sais plus, par rendez-vous ou lead généré quand il fait des campagnes sur Google pour ses services. Et il était surpris de voir qu'en prospection, le rendez-vous allait lui coûter 300 euros, 350 euros, jusqu'à 500 euros, ou même un peu plus en fonction, des situations et du market fit. Et en fait, il comparait deux choses qui ne sont pas comparables. D'un côté, un algorithme qui diffuse en fait un message à des milliers de personnes et ça ne demande pas forcément un temps humain à produire. Et de l'autre côté, une prospection qui va engager le temps d'une personne, qui va engager également un savoir-faire et une expertise qui est très demandée sur le marché. Et en fait, forcément, ça ne coûte pas la même chose de montrer un message publicitaire à 100 personnes quand on est Google et qu'on a un algorithme qui tourne que d'appeler 100 personnes pour valider leur intérêt, leur perspective sur un sujet et pouvoir booker des rendez-vous avec les personnes les plus intéressantes. Donc voilà pour les deux inconvénients. Après, ça peut se traiter. Le premier inconvénient, donc le fait que ce soit difficile, en fait, si c'est difficile pour vous, le faites pas. Vous avez la possibilité de le déléguer, donc déléguez-le. Par contre, si vous avez des paniers moyens qui sont trop faibles, peut-être la prospection téléphonique, c'est pas fait pour votre entreprise. Il faudra plutôt aller sur des automatisations, du LinkedIn, du Wallaxy, de l'email de masse, ou bien faire de la publicité payante. Parce que potentiellement, si vous allez sur le téléphone et que vous prenez des bons consultants, des bons prospecteurs pour vous générer des opportunités et que vos paniers moyens sont faibles, vous n'allez pas réussir à rentabiliser l'action. Donc ça, c'est un point important qu'il faut valider, la taille de vos paniers et est-ce que vous pouvez vous permettre de financer des actions de prospection. Mais pour vous donner une ordre d'idée, pour moi, c'est pertinent d'aller chercher de la prospection minima à partir de 1 500 euros de panier moyen annuel. Après, vous allez avoir des cas où des entreprises vendent pour beaucoup moins cher que ça, mais ça va être sur des modèles SaaS et ils ont levé des fonds et en fait ils ont des objectifs de croissance avant tout, avant la rentabilité. Donc voilà, ça peut se nuancer aussi, mais je pense 1005, avoir un plancher de 1005 de panier moyen annuel, c'est pas déconnant et c'est assez faible parce que si vous vendez du conseil ou du service, clairement les paniers moyens, la moyenne des paniers moyens annuels en service externalisé, ça tourne à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 ou plus par année. Donc voilà. Enfin, autre point aussi pour nuancer cette question 2005 de panier moyen annuel, il y a le cas là j'ai pensé au cas des entreprises qui sont dans le domaine de la téléphonie et qui font beaucoup d'appels de prospection alors qu'ils ont des paniers moyens à peut-être moins d'une centaine d'euros par mois, mais c'est des clients qui vont rester avec eux sur des contrats de 4 ans, de 5 ans. En fait, quand vous avez un forfait téléphonique et qu'en fait ça se passe bien, vous n'avez pas intérêt, vous n'avez pas envie, c'est pas le genre de service que vous avez envie de changer tous les 4 matins. Il est là, j'ai ma boîte, j'ai ma box internet, ça fonctionne bien, j'ai une bonne connexion. Tant que ça marche, ça me va et ça fait que les gens restent assez longtemps sur leur abonnement téléphonique, sur leur box internet ou autre. Et donc ça reste quand même pertinent parce que pour le coup, on ne calcule pas le panier moyen sur l'année, mais on regarde la lifetime value, la valeur générée par le client sur toute sa durée de vie et sur toute la durée de la collaboration qu'on a avec lui. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de la création de contenu. Comme je vous l'ai dit, le premier avantage de la création de contenu pour moi, c'est le positionnement en tant qu'expert sur votre marché. Vous avez beau savoir faire votre métier, mais si jamais vous ne partagez pas des conseils gratuits en ligne, si vous ne répondez pas aux questions que les gens se posent, vous n'allez pas avoir cette image d'expert sur le marché. Parce que vous n'avez pas fait assez de contenu. Également, un autre avantage de la création de contenu, c'est que ça vous permet d'avoir de la demande entrante en fait, sans avoir besoin d'aller mettre en place des actions. Vous allez avoir des personnes qui vont prendre rendez-vous avec vous parce qu'ils ont vu votre site internet, ils ont lu un article, ils ont vu une vidéo ou bien une IA a recommandé vos services parce que comme vous êtes référencé comme expert sur un sujet, quand on va taper meilleure entreprise pour faire X ou Y dans tel domaine, en fait, les IA vont recommander votre structure et ça, c'est pas mal intéressant. Je pense juste sur le plan psychologique, voir que voilà, sur une journée où par exemple vos commerciaux n'ont pas vu passer d'appel,
il y a quand même des opportunités qui sont tombées, des rendez-vous qui ont été pris. Ça fait beaucoup de bien et ça permet aussi de solidifier le système d'acquisition de l'entreprise. Maintenant, au niveau inconvénient, le premier inconvénient du contenu, c'est que ça prend du temps. Moi, par exemple, je m'attends à ce que cette chaîne YouTube prenne entre 8 à 12 mois avant qu'on commence à avoir régulièrement des rendez-vous qui tournent en provenance de la chaîne. C'est à peu près le temps que ça a pris pour la partie site internet. Et globalement, je sais que quand on lance un nouveau canal, sauf à aller sur des canaux comme la publicité payante ou bien la prospection, où là on a des approches directes pour aller générer de la demande, en fait il faut attendre minimum 6 mois, 8 mois ou 1 an avant de commencer à avoir des résultats avec régularité. L'autre point aussi, c'est que en fait, quand vous faites du contenu, vous n'êtes pas non plus au contrôle à 100% de votre acquisition. En fait, vous allez pouvoir contrôler le nombre d'inputs, contenus, pièces de contenu que vous produisez et que vous publiez sur différentes plateformes. Par contre, vous n'êtes pas au contrôle sur combien de rendez-vous ça va vous générer, à la différence de la prospection. Maintenant, on ne peut pas tout avoir. La prospection va vous donner la prédictibilité de votre croissance parce que calcul mathématique, tant de clients égale tant de rendez-vous égale tant d'appels de prospection. Et le contenu va vous donner donc plus d'expertise perçue sur le marché, plus de légitimité et de la demande entrante. Donc l'idée justement, par rapport à ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est de pouvoir avoir les deux dans son entreprise. Non seulement on est résilient parce qu'on a des appels de prospection et on est au contrôle de notre croissance, mais de l'autre côté on fait du contenu et donc on a de la demande entrante qui alimente nos commerciaux et également on développe un asset marque à long terme qu'on pourra valoriser le moment venu. Dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'éviter de lancer trop de canaux en un seul coup parce que là j'ai fait la promotion de la prospection et du contenu, mais moi quand j'ai commencé les appels de prospection de Monsieur Lead, j'ai fait 1 mois ou 2 mois où je faisais zéro contenu parce qu'en fait ça demandait beaucoup d'énergie, donc il faut d'abord s'investir sur un canal histoire de le mettre, afin de le faire tourner. Et quand le canal commence à tourner, vous avez des habitudes, des process, voire des personnes idéalement qui s'en occupent pour vous, là vous pouvez mettre votre focus sur un autre canal. Donc vous voyez comme ça, est-ce que vous commencez par la prospection et ensuite vous commencez à mettre en place des actions inbound comme nous on l'a fait, ou bien vous allez plutôt commencer par l'inbound et au fur et à mesure vous mettez en place des actions à prospection. Il y a aussi d'autres entreprises qui font comme ça. Après, il y a également l'hybride qui serait de commencer par le contenu, par l'inbound et par la recommandation et en même temps externaliser votre prospection auprès d'une agence de prospection. Donc en fait, ça vous permet d'avoir le meilleur des deux mondes jusqu'au moment où vous serez suffisamment mature pour rapatrier, internaliser votre prospection. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence de prospection Monsieur Lead. Si vous voulez nous déléguer votre prospection, vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec nous. Après, si vous voulez voir aussi comment on fait pour prendre des rendez-vous en call en B2B, il y a une bibliothèque qui est libre d'accès dans laquelle vous pouvez aller écouter nos appels et voir concrètement comment font nos commerciaux pour générer des rendez-vous pour nos clients.